Et je me suis dit, quel est le message que je veux faire passer avant tout dans ces livres ? Qu'est-ce qui est vraiment important quand on referme le livre ? Je veux qu'on se sente comment, tu vois. Et pour moi, l'important, c'était que les femmes reprennent le pouvoir et qu'elles se sentent confiantes, en fait, qu'elles aient confiance. Donc pour moi, l'objectif du livre, c'était de redonner confiance aux femmes en leur corps. On comprend assez vite, tu vois, qu'on baigne dans un milieu, une société qui a très peur de l'accouchement. En fait, quand on pense accouchement, on pense douleur. C'est le premier truc qui vient. Et tu accoucheras dans la douleur, qu'on soit croyant ou pas, qu'on le veuille ou non, on est issu de ça. Et c'est pas juste, en fait, je trouve. Et c'est pourquoi c'est important de lutter contre cette peur. Exécuté par qui ? Fabrice Florent. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Daronne, le podcast où chaque mardi à partir de 6h du matin, je donne la parole à une mère pour lui faire causer de son expérience de la maternité sous tous les angles. Je suis Fabrice Florent, je produis des super podcasts d'interviews et de discussions. En tout cas, moi, je les trouve super. Et je crée des contenus. Je fais parler des pères de paternité, des mères de maternité, des gens de leur rapport au succès. Je prends des mecs entre quatre yeux pour leur parler de masculinité. Je fais causer des gens de leur rapport à l'argent et de plein d'autres thèmes que je vous invite à découvrir en allant sur mon site fabflorent.com. fabflorent.com. Si vous aimez cet épisode, vous pouvez aller écouter la bande-annonce du podcast pour en découvrir plus sur mon travail et mes autres podcasts. Si vous aimez mon travail, vous pouvez m'offrir un cadeau en échange en me soutenant financièrement et ainsi me donner un peu plus de sérénité en vous abonnant par exemple à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent sonnant et trébuchant. Allez dans les notes du podcast ou en allant sur fabflorent.com, fabflorent.com, donc vous y trouverez toutes les infos. Enfin, si vous aimez ce podcast, vous pouvez vous y abonner, mettre un chouette commentaire et 5 étoiles au podcast sur votre application de podcast préférée et surtout, partagez cet épisode et ce podcast autour de vous s'il vous a plu. Je suis sûr que vous connaissez des gens que mon travail pourrait intéresser. Vous pourrez également venir commenter avec mes auditrices et mes auditeurs chaque épisode directement sur mon Discord. Alors Discord, c'est un petit logiciel génial que je vous invite à découvrir, qu'il faut installer sur votre téléphone ou votre ordi. Vous pouvez également me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux. Vous pouvez vous abonner à ma newsletter et vous trouverez toutes ces infos pour me contacter dans les notes de cet épisode. Un grand merci d'avance et bonne écoute à vous. Lucille, salut. Salut Fabrice. Comment ça va ? Ça va bien, merci. Merci beaucoup de venir parler de ton parcours et de tes BD et de ta vie de maman. Dans cet épisode, je crois que je publierai à la fois dans Histoire de succès, parce que si je me trompe pas, ton succès, en tout cas le gros de ton succès est venu avec ces 3 dernières BD que tu as sorties et une 4e que tu as sortie là encore plus dernièrement. Et en fait, j'aurais bien aimé savoir un petit peu quel a été ton parcours par rapport à tout ça, et globalement même par rapport à ton parcours, par rapport à comment t'as fait pour en arriver à raconter. Alors, tes 3 BD s'appellent La naissance en BD ? Oui. Tome 1, 2, 3. Oui. Qui font à peu près 300 pages. Chacun. Ouais. Chacun, c'est donc une encyclopédie, quoi. Non, mais c'est vrai, c'est hyper exhaustif. Et je trouve ça trop intéressant parce que j'avais pas capté ça avant de le lire, c'est que t'avais vraiment en tête d'écrire les 3 au départ, en fait. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au début, j'ai signé pour un livre de 80 pages. Ah oui. Et puis, le sujet m'a passionnée. Et j'avais un gros syndrome de l'imposteur au départ. Pour me sentir légitime à parler de ce sujet, il a fallu que je me renseigne un peu, beaucoup, et je l'ai fait un peu à la folie, quoi. Et je me suis retrouvée dans une situation inextricable où si je voulais garder l'intérêt de faire une BD sur ce sujet, c'était le ton, en fait. Je voulais garder l'humour, ouais. le fait que ça se lise facilement, etc. En 80 pages, soit je faisais un livre que de texte. Ouais. Il y avait trop d'infos à passer. Donc, j'ai dit à l'éditeur, bon, écoute, là, soit on rompt le contrat, tant pis, je ferai différemment, j'éditerai un projet différent, autrement, ailleurs. Soit, il me faut 3 tomes. Et il a dit oui. Donc, dès le début, pas tout à fait, mais on y a pensé assez vite quand même dans l'élaboration du projet, ouais. Tellement intéressant. Avant ça, t'as sorti aussi plusieurs BD, ouais. Chez Delcourt, chez Dargaud, si je me trompe pas. Ouais. Et en fait, si je me trompe pas non plus, t'as commencé sur les blogs BD à te faire connaître, en tout cas. Ouais, alors pas chez Dargaud, d'ailleurs. Ouais. Dargaud, si tu m'écoutes. Non, Ah merde, c'est chez qui? Je ne te ferme pas la porte. Non, je me suis fait connaître en BD grâce à Internet. Clairement, je pense que peut-être j'aurais jamais fait de BD s'il y avait pas eu Internet, parce que j'avais beaucoup de mal à envisager que ce que j'avais à dire ou à proposer était intéressant. Ah ouais, à ce point. Ouais, je viens de loin, hein, vraiment.
Internet m'a permis, si tu veux, de montrer des choses à une époque où il y avait vraiment pas d'enjeu. On savait pas le mystère d'Internet. Ouais. On savait pas vraiment qui allait tomber sur notre contenu. Tu vois, c'était vraiment. J'ai monté un webzine avec une copine et c'était vraiment pour rire, quoi, se montrer nos dessins avec les copines, la diaspora des copines après l'école, quoi. Et oui, donc il y a longtemps. Ouais, il y a longtemps. Je suis un vrai dinosaure. Non, mais ce que je veux dire, c'est que t'as commencé quand t'étais déjà étudiante, quoi. Ouais, Okay. en fait, en vrai. Je voulais pas dire que t'étais vieille. non, mais écoute, je ne cacherai pas mon âge. Hein. Donc, tu sais, moi-même, je suis un vieux de l'internet. Hein. Ouais, je sais. Mais oui, mais bien évidemment, moi, je viens du Minitel, quoi. Enfin, tu vois. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est hyper cohérent que je sois autrice de BD aujourd'hui, parce qu'en vrai, c'est ce que j'ai toujours voulu faire. Voilà, ce que je voulais dire, c'était que Internet m'a permis de, tu vois, frapper à la porte d'éditeurs et montrer un projet aurait été beaucoup plus compliqué pour moi parce que j'y aurais mis un enjeu très fort. J'aurais fait un projet refait, j'aurais voulu faire un chef-d'œuvre tout de suite. Enfin voilà, je me serais mis des barrières comme ça. Alors qu'Internet a rendu mon travail accessible à des gens qui m'ont proposé de faire des livres et ça a un peu désacralisé le truc et ça a permis que je fasse des livres et que je passe à l'action en fait. Voilà. Waouh. Et quand est-ce que tu as lancé ton blog BD? Parce que j'ai essayé de remonter sur ton blog dans les archives, etc. Ah ouais. Mais c'est 2000. Enfin, en fait, en vrai, le premier post, il date de 2012, mais. Non, parce que j'ai enlevé les posts antérieurs. En fait, bon, puisqu'on prend le temps de raconter. On prend le temps de raconter. Je vais te dire comment ça s'est passé. Ça s'est passé que j'ai fait des études. J'ai fait une prépa pour Normal Sup parce que mes parents avaient très peur des carrières artistiques et tout ça. Et finalement, je me suis retrouvée en communication visuelle dans une école à Paris qui s'appelle Olivier de Serres. Et j'ai rencontré là des gens formidables qui dessinaient, qui sont encore des amis, Thibaut Soulcier, enfin voilà, des gens qui aujourd'hui vivent du dessin. Et après avoir fait ce diplôme, j'étais graphiste freelance. Et je dessinais plus beaucoup. Mais tu dessinais avant alors, c'est ça? Ouais, je dessinais dans les cours de communication visuelle où on fait du graphisme et de la pub. On a quand même des cours de dessin. Et on était une promo qui dessinait beaucoup. On dessinait tout le temps. Et c'était rare en fait, c'est pas toutes les promos qui sont comme ça. Et après avoir obtenu notre diplôme, on est tous partis dans des trucs différents. Et moi, j'avais plus trop d'occasion de dessiner. Tu vois, j'avais plus des cours comme ça et puis des potes avec qui en gros on se taclait par dessin, tu vois, on s'amusait bien et ça me manquait. Et en discussion avec une copine comme ça, on dit on dessine plus et tout, c'est dommage et tout ça. En plus il y a tellement de gens talentueux autour de nous, il y a beaucoup de filles qui dessinent et puis tout d'un coup on fait le constat que on connaît beaucoup de filles qui dessinent. Et les BD qu'on lit, c'est essentiellement des mecs. En fait. Des BD de mecs. Et donc, je me souviens qu'on buvait des coups comme ça, puis une bière, une autre, et puis au bout d'un moment, on trouve ça scandaleux. Mais tu vois, ça paraît évident aujourd'hui, mais à l'époque, c'était hyper... c'était incongru, c'était la première fois qu'on réalisait ça. Tu vois. Moi, je me souviens, j'ai rencontré Laurel, donc, qui est devenue aujourd'hui autrice, etc., sur un forum BD à l'époque, en 2000-2001, tu vois. Et en fait, elle avait choisi ce pseudo, elle se faisait passer pour un mec. Ouais, mais ça m'étonne pas. Parce que c'était impossible de se faire passer pour une meuf parce que sinon tu te faisais railler. Enfin, c'est vraiment un autre monde hein, et c'était il y a 20 ans. Quoi. Ouais, c'est ça. Mais moi, j'adore maintenant voir à quel point l'ambiance en festival BD a changé, voir les autrices de maintenant, parce que ça me met beaucoup en empathie avec l'autrice que j'étais, moi, tu vois, à 25 ans, où quand j'arrivais en festival de BD, j'étais la seule nana parfois, avec des gars qui se connaissaient depuis longtemps. J'étais blonde, jeune, machin, et j'avais que des blagues hyper sexistes. Et je pense que les filles, les jeunes autrices qui arrivent aujourd'hui, elles accepteraient pas ça. Ah bah oui. Tu vois, elles arrivent en mode les coudes serrés et il y a pas moyen. Et elles ont raison. Et puis les mecs peut-être se permettent moins de choses. Se permettraient moins. Mais c'est sûr. Et moi, je me souviens, si tu veux, que j'étais perdante à tous les coups parce que soit je riais à leurs blagues et j'étais un peu une godiche, tu vois, soit je m'offusquais et j'étais une pain-bêche. Mais dans tous les cas, c'était un jeu d'équilibriste. Et puis en même temps, j'avais envie d'en être de ce milieu aussi. Bien sûr. Tu vois, donc c'était un peu compliqué à gérer ce truc. Mais tout ça pour dire qu'on avait constaté
qu'il y avait peu de femmes qui faisaient de la bande dessinée dont on était lectrice. Et donc, on a monté un webzine, et ça, c'était en 2005. Ok. C'était en 2005, le webzine s'appelait Dessin, en un seul mot, mais avec un E. Le slogan, c'était comme des projets. Et le slogan, c'était Des filles qui en ont. Et c'était un webzine à cycle menstruel. Donc tous les mois, on se donnait un thème et puis on réagissait dessus. Puis on avait un boy du mois. Et cycle menstruel en 2005. Ouais, c'était... On est sur de l'avant-gardisme. Ah ouais, c'était trash à l'époque. C'était un truc de fou, quoi. C'est vrai. Waouh, les meufs parlent de règles. Oh Ouais, non, mais tu rigoles, ouf, mais hein. c'est vrai que Bien c'était... C'était pas très commun. Et donc, on invitait un boy du mois et tout ça. Et le premier mois, le thème, c'était, comme c'était le nom du webzine, c'était les seins. Et donc, j'ai fait un truc sur... moi, j'étais un garçon manqué quand j'étais petite, vraiment. J'aimais grimper aux arbres, jouer aux pirates et tout ça. Et donc, j'ai raconté l'arrivée de la puberté, l'arrivée de la poitrine, en fait, et comment ça m'a fait chier, et comment ça a changé mes rapports avec les garçons et tout ça. Et donc, il y a un éditeur qui m'a appelé après une semaine de mise en ligne et qui m'a dit « J'ai vu vos seins sur Internet, est-ce qu'on pourrait pas en faire un livre, etc. » J'y croyais pas. Mais tu vois, j'aurais jamais fait un tel projet pour aller frapper à la porte d'un éditeur. J'aurais jamais fait une BD sur mes nichons. Enfin, tu vois, vraiment. Alors qu'en plus, c'est un sujet hautement sociétal et intellectuel et politique, j'allais dire, pas intellectuel, je sais pas. Mais non, politique, j'allais dire, tu vois, et qui impacte tellement de jeunes femmes, en fait. Ouais, en fait, le sujet est cool. Mais c'est vrai que j'aurais pas osé l'aborder si ça avait pas été entre copines dans ce webzine, tu vois. Et après, le blog, le webzine s'est arrêté et le blog, je l'ai ouvert dans la foulée après qu'on a arrêté le webzine. Donc en 2008, j'ai ouvert le... Ouais, donc c'était à l'époque, pour les jeunes qui savent pas, qui connaissent qu'Instagram, c'était à l'époque où c'était encore l'essor des blogs BD en fait, et de toute la vague aujourd'hui des autrices et des auteurs qui se sont fait connaître grâce à leur blog à l'époque. Ouais. Et moi je crois fermement que ça a participé à la féminisation de la BD, le fait qu'il y ait pas, parce qu'en fait le monde éditorial était quand même très masculin, avait un regard très masculin, et on était un peu embarrassés d'ailleurs au début avec moi. On me disait ouais mais on sait pas s'il y a un public, on sait pas si les femmes savent lire, si elles peuvent lire de la BD. On va t'appeler Luc. Non mais tu vois, il y avait un vrai truc qui faisait que parfois, ils avaient un biais sexiste, même sans vraiment le vouloir. Ils étaient un peu désemparés avec une femme qui arrivait, qui proposait des BD. Et le fait que les blogs soient là, ça nous a permis de montrer et qu'il y ait un public et que ce soit évident. Tu vois, oui, il y a un public. Oui, il y a un public. Et c'est surtout que, je crois qu'à l'époque, il y avait un peu un cercle vicieux, c'est-à-dire que, comme tu disais, il y avait que des BD de mecs, donc en fait, ça attirait pas forcément les femmes et les jeunes femmes, et donc exactement. L'offre a fini par créer la demande et vice versa, quoi. Exactement. Trop intéressant. Et quand est-ce que tu inventes, parce que donc pour celles et ceux qui suivront et qui liront La naissance en BD, je crois pas que tu l'expliques d'où vient ce chat qui te donne en permanence, donc qui s'appelle Méphistophélix, que t'as. Alors je me demandais, je crois que le premier post que j'ai découvert en 2012, là, il était déjà dedans. Donc, ça fait un petit bail, quoi. Ouais, ça fait longtemps. Comment t'as inventé ce chat ? Pourquoi t'as inventé ce chat ? Pourquoi ? En fait, ce chat, il est très pratique parce que moi, j'ai j'ai un petit côté... le monde est amour, tu vois, un petit côté qui pourrait paraître. En plus, le personnage qui est mon double fictif, il est blond, elle est blonde, tu vois. Il y a un côté très féminin dans mon trait. Enfin voilà, bien sûr, on pourrait revenir sur cette idée d'avoir un trait féminin, mais enfin quand même, tu vois. Et le chat, il est cynique. Et c'est aussi une partie de moi, mais tu vois, ça me permet de distancier à la fois mon côté mièvre et en même temps mon côté cynique, tu vois. Il est là, c'est ma petite voix intérieure quand même, tu vois, vraiment. Qui clairement passe donc son temps effectivement à pointer plutôt les comment dire, les trucs, enfin la norme, on va dire. En tout cas dans le bouquin, c'est plutôt c'est la voix de la norme, quoi. C'est la voix, en tout cas dans ma tête, c'est la voix automatique, celle qui vient te dire, tu vois. Et en fait, il existe depuis avant le sujet de la naissance. Il existait dans mes carnets de croquis il y a longtemps parce que graphiquement, je trouvais qu'il était cool à dessiner. Et il s'est mis à parler en 2008. En 2008, j'ai vécu une rupture amoureuse super craigneuse. Et je me voyais comme ça, désespérée et tout, avec les yeux gonflés de larmes. Et puis, dans mes dessins, tout d'un coup, il s'est mis à parler un peu en mode... bon, ça va, tu vois. Relativisons, quoi.
En mode autodérision, en fait, tu vois. Dire... Il s'est mis à parler. Ouais, c'est là qu'il s'est mis à parler. T'as ressenti le besoin, toi, en tant qu'autrice, de le faire parler là, à ce moment-là? À ce moment-là, ouais. Ou alors c'est venu tout seul, c'est que le chat a commencé à parler à ce moment-là. En fait, ça t'est venu, tu vois, d'une voix supérieure. Oui, ça c'est venu tout seul, si tu veux. C'est que tout d'un coup, je sais pas comment dire, quoi. C'est venu de façon évidente qu'il fallait prendre du recul, et lui, il était un bon moyen de prendre du recul, quoi. Ok. Voilà. Et aujourd'hui, tu le mets en scène. Je l'ai pas encore dit, mais t'as une newsletter mensuelle qui s'appelle La lettre du 6, c'est ça? La lettre 6. La lettre 6, que t'envoies donc tous les 6 du mois. Ou plus ou moins. En tout cas, c'est la promesse marketing. Ouais. Mais c'est ce que j'ai fait de manière très sérieuse au début. Ouais. Et puis depuis, j'ai pris un peu de liberté par rapport à ça, parce que je me suis dit, les gens s'en foutent un peu, et puis parfois, comme ça m'entrave pas si je vais envoyer 2 lettres dans un mois, ou un mois où c'est pas très grave, en fait. Donc voilà, à chaque fois, tu as un sujet différent tous les mois où tu viens. Alors, il y a plein de sujets totalement différents. Pour le coup, c'est pas trop en rapport avec la naissance, quoi, d'une manière générale. Ouais. Plutôt en rapport avec ta vie de femme, on va dire. Oui, globalement. Voilà. Ouais. J'avais envie d'un endroit où je me sente libre de raconter des choses, et libre aussi des algorithmes, tu vois, et des 10 cases d'Insta. Là, ça prend la forme que j'ai envie que ça prenne, et puis au moins je sais que les abonnés la reçoivent, alors que quand c'est sur Insta, parfois tu sais pas pourquoi, il y a des trucs, les gens le voient, gens le voient pas, enfin tu vois, c'est... T'as créé ça quand? C'était 2017-2018, non? J'ai créé ça, ça doit être ça... 2018, ouais. Okay. 2018, ouais. Tu sais qu'aujourd'hui, il y a un gros boom des newsletters, parce que justement, la plupart des auteurs, des autrices cherchent à s'échapper des algorithmes. Mais encore une fois, t'étais en avance, en fait. Mais ouais. T'as vu? Je faisais de la BD, je promouvais j'étais là pour promouvoir les femmes en BD. Et puis, mais tu sais, il y a une bio qui a été faite sur moi il y a pas longtemps, et ça disait ça, le côté avant-gardiste. Et un truc marrant, par exemple, c'est mon sujet de diplôme. Je voulais faire, donc en communication visuelle, je voulais faire une campagne de communication pour encourager les gens à faire du vélo en ville. Ah oui. Et je me souviens avoir présenté ça à mes profs en leur disant, voilà, tu sais, en marketing, on parle de promesse. Et donc, je disais, la promesse, ce sera la liberté. Vraiment, on n'a plus à regarder l'heure pour le dernier métro, on n'est plus tributaire de l'argent qui nous reste dans les poches et tout. Et mes profs avaient un sourcil levé, ils me disaient, mais personne fera jamais de vélo à Paris. Ça ne marchera jamais. Du vélo à Paris, quoi. Tu vois? Et 4 ans plus tard, après mon diplôme, il y avait les Vélib. Voilà, si vous avez... J'étais là, bon, ok. Bon, après, j'ai eu mon diplôme, hein. Les membres du jury, le jour du jury, ils étaient assez enthousiastes. Mais au départ du projet, ils n'étaient pas du tout convaincus, quoi. C'est marrant. Et ben voilà, fallait écouter Lucille. Non, mais je dis ça a l'air un peu prétentieux, mais non, rigolo. En fait, ça fait partie de ton histoire. C'est pas prétentieux. Je sais pas, non, mais c'est vrai, le fait d'ouvrir une newsletter. Tu vois, moi, aujourd'hui, tous les créateurs de contenu que je croise, en fait, je leur dis, mais ouvrez une newsletter, en fait, parce que vous êtes tous vous êtes tributaires de l'algorithme de ces plateformes-là qui décident du jour au lendemain de vous éclater la portée de vos posts, et vous pouvez rien y faire. Ouais, mais faites-le, vraiment. Parce qu'en effet, quand je l'ai fait, les gens trouvaient ça un peu bizarre d'ouvrir une newsletter. Mais ça crée un lien avec les lecteurs, les lectrices vachement différent. En fait, j'avais envie de retrouver un peu une ambiance blog. Oui. Tu sais, quand t'avais ton blog, les gens venaient te voir. C'est comme s'ils venaient chez toi. Tu vois, oui. Tu les invitais chez toi et tout, donc c'était ton ambiance et tout. Et après, avec les réseaux sociaux, t'as un peu l'impression de te transformer en homme sandwich, tu sais, être dans une cour où tout le monde est là et crier « Regardez mon poisson !» Il est frais, mon poisson. Il est beau, mon dessin. Tu vois, c'est un peu fatigant et désagréable. Et puis, on est dans un brouhaha permanent parce que nous, on crie, mais les gens autour, ils crient aussi, tu vois, pour se faire voir plus haut, plus fort. Alors que la newsletter, c'est pas du tout la même relation avec les lecteurs. Ils ont choisi de recevoir ton contenu. S'ils veulent pas l'ouvrir, ils l'ouvrent pas. Mais... C'est très intéressant. Moi, je suis un peu vieux con aussi là-dessus par rapport à ça. Tu vois, je suis très d'accord avec toi sur. Je suis très nostalgique des blogs, de l'ancien Internet, etc. Et je me dis peut-être t'es juste un vieux con en fait, mais je suis assez d'accord avec toi sur le truc de faut toujours en faire plus et
Et il y a plus, en fait, les gens tombent sur toi. Alors c'est trop bien parce que les gens tombent sur toi complètement par hasard, mais à l'époque aussi avec les blogs en fait. Bon, on va arrêter de parler des blogs. Et puis surtout de passer pour des vieux, quoi, tu vois. Ouais, mais non, Des mais vieux c'est pas. nostalgiques. Après, bien sûr, nous on voit avec le prisme de ça, mais quelqu'un qui commence à vouloir se faire connaître aujourd'hui, il peut très bien comprendre cette envie de liberté. Tu vois que, en fait, un jour, c'était sur Facebook, j'ai pas beaucoup d'abonnés parce que j'y vais jamais, et j'y vais et je publie un truc, et là, sur la page où les gens s'abonnent pour voir ton contenu. Donc le principe, je remets depuis le départ, je fais gratuitement du contenu pour des gens qui vont le voir gratuitement, ok. Et là, la plateforme me dit 12 personnes l'ont vu. si vous voulez le montrer, il faut payer. Tu vois. J'étais donc je vais payer pour montrer du contenu gratuit à des gens qui ont demandé à le voir, tu vois, puisqu'ils se sont abonnés. Donc ça me semblait ahurissant. Donc c'est là que j'ai ouvert ma newsletter. Ah yes. Bien joué, Lucille. Franchement. Comment vient cette idée de créer cette BD? Ça vient, j'imagine, de ta propre expérience de la maternité. Mais avant ça, en fait, peut-être qu'avant ça, je peux te demander d'où t'es venu ce désir d'enfant. C'est une question que j'aime bien poser dans l'histoire de Daronne. Ah oui, d'où m'est venu le désir d'enfant? Je sais pas trop, et c'est une question que je me suis posée quand l'année de mes 30 ans, j'avais pas de mec. Et j'ai fait un bilan avec moi-même. Je me suis dit, bon, ok. Parce que c'est quand même un sujet à partir d'un certain âge, l'histoire d'avoir des enfants ou pas. Est-ce que t'entames une relation, ça peut être différent, quoi, si on n'est pas synchro sur les envies. Tout à fait. Et je m'étais dit, bon, est-ce que c'est important pour toi d'avoir des enfants ou pas? Est-ce que ça fait partie je m'étais dit que c'était pas obligatoire. Ok. Ouais. Ça aussi, c'est un peu avant-gardiste, si je puis me permettre. Je sais pas. Peut-être le fait d'en parler, mais le fait de le ressentir, j'en sais rien. Je sais pas. Ok. Je sais pas, j'ai pas d'avis. Mais en tout cas, moi, je m'étais dit, c'est pas obligatoire. Voilà, te fais pas. J'avais pas envie que toutes mes rencontres, tout soit dirigé, tourné autour de ça. Et je comprends que ça le soit. Je trouve que c'est très cohérent quand on a une envie forte d'en parler assez vite dans la relation. Mais moi, c'était pas ça. Et il se trouve que le mec que j'ai rencontré, avec qui on est tombé foufou d'amour, là, et foufou d'amour, là. Ouais. En plus, ça a été une surprise parce que il était plus âgé que moi, il avait pas de gamin, donc je me disais, bon, il en voudra pas, tu vois. Et très vite, il en a voulu, il m'a dit, j'ai envie de faire des enfants avec toi et tout. Et donc au début, je me suis dit, il est dingo ce mec, on se connaît à peine. Et après, j'ai calculé que vu l'âge que j'avais, vu l'âge qu'il avait, c'était pas complètement dingo, et que, ok, ça faisait pas hyper longtemps qu'on se connaissait, mais en même temps, si on attendait que la relation se dégrade pour faire des gosses, c'était pas une bonne idée. Oui, c'est pas. Non, mais voilà. C'est rarement un bon calcul. Disons-le aux gens qui nous écoutent et qui n'ont pas encore d'enfants. Un enfant généralement ne répare pas la relation. Non, voilà. Non, en fait, en vrai, ce que je me suis dit, c'est, il a envie, ça me donne envie, j'ai envie aussi. Et si on y réfléchit trop, on ne le fait pas. Je crois que les gamins, vraiment, si on y réfléchit trop, je veux dire rationnellement, c'est pas forcément un truc rationnel, quoi. Oui. Voilà, donc le désir d'être maman, il est venu en étant amoureuse de cette personne-là. C'est d'ailleurs un peu tout le fil de ton discours, j'ai l'impression, c'est en fait à un moment donné, il faut faire confiance à son intuition. Et en vrai, les gars, les meufs, on est des mammifères, et en fait on sait quand même vachement ce qui va se passer pour nous à ce moment-là, quoi. J'aimerais bien savoir, en fait, ça te vient directement de tout ce que tu as appris là, ça te vient directement de ton expérience personnelle de ta première grossesse, ou alors c'est quelque chose que tu as appris après coup? Non, ça vient pas directement. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis arrivée au Pays Basque pour rejoindre cette personne, et je connaissais. Déjà, il a le bon goût de vivre au Pays Basque, si je puis me permettre. Rien que ça lui donne des points en plus. Ouais, c'est 75% du fait que je sois tombée amoureuse de lui. Non, il aurait habité ailleurs, j'aurais renoncé.
En fait, j'arrive et je connais personne, quoi. Donc, j'ai dans mon entourage très peu de gens qui ont déjà des enfants. Moi, c'était comme ça. J'ai pas d'amis proches qui avaient déjà des enfants. Et quand j'arrive au Pays Basque, je rencontre un couple qui vient d'avoir un bébé et qui me raconte la naissance. Et moi, la naissance de leur enfant. Et moi, j'avais une idée très stéréotypée de ce que c'était qu'un accouchement parce que j'avais vu dans la culture populaire, quoi, les séries, les films et tout. Donc, pour moi, un accouchement, c'était on perd les os, on se met à respirer comme un petit chien, c'est la panique, on se retrouve dans un bloc opératoire, etc. Avec beaucoup de lumière et tout ça. Et eux, ils me racontent un truc complètement différent. Un truc lent, doux, dans une lumière tamisée, où ils sont tout seuls. Et ils me racontent ça. Moi, j'y crois pas, quoi. Je trouve ça hyper bizarre. Et en même temps, ça m'intrigue tellement que je prends contact avec leur sage-femme, en fait, qui est une sage-femme qui fait ce qu'on appelle un accompagnement global, c'est-à-dire qu'elle fait tout le suivi de la grossesse et ensuite elle se déplace le jour de l'accouchement. Et ça paraît pas grand-chose, mais en fait c'est énorme pour la mise en confiance et le fait qu'on se connaisse, etc. Tu lui as dédicacé tes bouquins, d'ailleurs. Ouais. Et cette femme est extraordinaire d'humour déjà, parce qu'en fait quand on s'est dit bon on va la rencontrer, mon mec était pas du tout chaud, on imaginait, tu sais, l'accouchement physiologique, enfin on s'imaginait qu'elle allait nous ouvrir la porte et qu'elle aurait des bracelets autour des chevilles, les cheveux, des fleurs dans les cheveux, un sol en terre battue, tu vois. Rappelons que ton fiston a 9 ans. Ouais. Donc c'était il y a un bail. Ouais, c'était il y a longtemps. Parce que aujourd'hui c'est devenu vachement plus normalisé, mais encore une fois, Lucille, tu étais avant-gardiste. Voilà, c'est ça. Donc on se disait, il y avait une peur quand même, tu vois. Et puis humainement, ça l'a fait. Elle était super drôle et tout. J'ai cet accouchement-là et je le vis hyper bien. Ça se passe très bien. Et c'est que par la suite que j'ai compris à quel point j'avais eu du bol, en fait, tu vois, et que c'était pas le plus courant. Et que les amis autour de moi qui me racontaient leurs accouchements, soit elles avaient un souvenir où elles n'avaient pas très bien compris, dans le meilleur des cas, ou alors elles avaient carrément des souvenirs traumatiques, quoi. Ouais. Elles m'en parlaient en pleurant, avec en plus l'idée que ça s'était bien passé, hein. On m'a dit que l'important c'est que le bébé aille bien, et tout ça. Et en fait, moi quand je vois ça, je suis stupéfaite, et quand je suis témoin de ça, je suis hyper triste, et après en colère, en fait, parce que je réalise que leur expérience aurait été totalement différente si simplement elles avaient eu des infos, tu vois, qu'il leur manquait des infos que moi j'avais eu grâce à ma sage-femme. Ça veut pas dire pour autant que ça m'a suffi, ma préparation à l'accouchement, pour faire les 3 bouquins. Tu vois. C'est pour ça que t'as fait là, il y a de la recherche. C'est qu'après j'avais eu mon expérience qui m'a donné quand même qui m'a fait incarner vraiment quelque chose de fort dans ma conviction, tu vois. On sent qu'il y a un fil rouge auquel tu crois fondamentalement, quoi. Mais après c'est un sujet hyper vaste et un peu compliqué quand même, parce que c'est très singulier d'une personne à l'autre, un accouchement. Enfin, ça veut pas dire parce que moi je l'ai vécu comme ça que d'autres le vivraient pareil et tout ça. Et puis surtout c'est tellement voilà, il y a beaucoup de choses à savoir. Et je me sentais pas très légitime. Moi, salut, je suis autrice de BD, je fais des blagues, j'ai accouché une fois, et puis ma sage-femme était sympa, je vais vous raconter ce qu'elle m'a dit. Tu vois, ça suffisait pas pour que je me sente d'aplomb pour publier des livres sur le sujet. Donc j'ai fait des formations auprès de sages-femmes, j'ai fait relire mes livres, j'ai lu beaucoup. Enfin voilà, j'ai taffé comme tu dis. Oui, t'as quand même pondu 900 pages, quoi. Donc à un moment donné, t'es même allé chercher d'où venait la fameuse position avec les étriers, là. T'as des recherches historiques et tout, ça. Ça a bossé, quoi. Ouais. Et c'est parce que c'est super. En fait, je suis tombée dedans. C'est un sujet super intéressant, je trouve. On peut le prendre par plein d'angles différents. Par le biais féministe, mais aussi historique. Enfin, tu vois, c'est politique aussi. C'est chouette. C'est hyper intéressant parce que t'as cette métaphore autour des lunettes que je trouve génial, en fait, parce que pour moi ça permet d'expliquer plein de choses, où t'expliques par exemple que en fonction des lunettes qu'on porte, on voit la vie sous un autre filtre, sous un autre sous différents prismes, en fait, tout simplement. J'ai adoré le travail que t'as fait sur la peur, parce que
j'aimerais bien que tu expliques un petit peu, tu parles des lunettes de la peur Ouais. qui te font littéralement te métamorphoser, en tout cas changer ton état d'esprit par rapport à, d'une manière générale, la grossesse. Mais j'imagine que une fois que tu as pris cette histoire de peur, de lunettes de la peur, tu peux le plaquer à ta vie, quoi. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce qui t'a donné l'idée de faire ça? Ben, en fait, je me suis dit, quel est le message que je veux faire passer avant tout dans ces livres? Qu'est-ce qui est vraiment important quand on referme le livre? Je veux qu'on se sente comment, tu vois. Et pour moi, l'important, c'était que les femmes reprennent le pouvoir et qu'elles se sentent confiantes, en fait, qu'elles aient confiance. Donc pour moi, l'objectif du livre, c'était de redonner confiance aux femmes en leur corps. Et après, on comprend assez vite, tu vois, que on baigne dans un milieu, une société qui a très peur de l'accouchement. En fait, quand on pense accouchement, on pense douleur. C'est le premier truc qui vient. Et tu accoucheras dans la douleur, qu'on soit croyant ou pas, qu'on le veuille ou non, on est issu de ça. Et c'est pas juste, en fait, je trouve. Et c'est pourquoi c'est important de lutter contre cette peur. Parce que, tout simplement, quand on a peur, le cerveau sécrète des hormones qui sont délétères au processus de l'accouchement. C'est-à-dire que le simple fait d'avoir du stress, d'être stressé, on sécrète du cortisol et de l'adrénaline, et l'adrénaline empêche la venue d'ocytocine, qui est l'hormone qu'on souhaite avoir quand on accouche, parce que c'est celle qui est nécessaire. Non seulement à avoir des bonnes contractions, mais aussi à avoir de l'endorphine, qui permet d'apaiser les douleurs. Donc, je sais pas si j'ai été très claire, mais si. Avec de la peur, on peut pas avoir ni de bonnes contractions qui rendent le travail efficace, ni l'hormone naturelle qui permet d'apaiser les douleurs. Donc c'est un peu dommage. Et surtout, en fait, tu utilises ces lunettes de la peur à plusieurs reprises sur tout le processus. En fait, tu vas même jusqu'à ok, est-ce que j'ai peur de faire caca pendant l'accouchement, et devenir, enfin, des questions très hyper concrètes en fait. Ouais, c'est hyper concret. En fait, ce que j'ai fait comme constat, c'est que quand on a des bonnes infos, c'est rassurant, c'est hyper rassurant. Et que quand on est enceinte, on a tendance à avoir tout sous le prisme. En fait, on a une prise en charge qui est très pathologisante. C'est un gros mot, mais on est suivi par des médecins, ce qui est normal et ce qui est OK. Mais tous les examens qui sont faits pendant le long de la grossesse vont mettre l'accent sur ce qui peut possiblement mal se passer. Et le paradoxe, c'est que en ayant peur à ce point de ce qui pourrait mal se passer, on intervient beaucoup lors de l'accouchement, et les interventions entravent le bon fonctionnement de l'accouchement et donc font que les choses se passent plus mal. Tu vois ? Oui. Et le problème, c'est ce biais. Ce que j'explique dans le livre, c'est que il y a la pathologie d'un côté, qui est l'étude littéralement des dysfonctionnements, et de l'autre côté, c'est la physiologie, c'est l'étude de ce qui fonctionne bien. Et au fur et à mesure, c'est tissé d'histoire, de culture, de capitalisme et de patriarcat. On n'a vu plus que les choses sous l'angle de la pathologie. Et donc les lunettes de la pathologie, qui normalement devraient être portées que par les gynécologues obstétriciens, ont été portées au fur et à mesure par tout le monde, et elles ont eu un effet donc grossissant qui devient les lunettes de la peur. Alors que si on porte les lunettes de la physiologie, et si on généralise la connaissance sur la physiologie, en fait, c'est hyper rassurant. On sait comment faire pour que les choses se passent mieux. Et ça se transforme en lunettes de la confiance. C'est ça que j'explique dans le livre. Et surtout, je trouve ça hyper chouette d'expliquer à quel point, et de revenir à cette base qui est, en fait, notre corps, il est fait en tant que femme pour accoucher, en fait. Donc, à un moment donné, on sait comment faire. C'est comme, tu dis, respirer ou digérer ou faire caca, quoi. Ouais. C'est exactement la même chose. Et c'est vrai qu'on a tendance à l'oublier parce que... Et j'ai l'impression que effectivement ça va dans ce sens-là, la société, quoi. Oui, c'est ça. Mais il y a une méfiance vis-à-vis du corps féminin quand même très forte, très forte. Mais en effet, la physiologie, c'est tout ce qui se fait sans qu'on ait à y penser et qui fait qu'on est en bonne santé. Donc parfois, ça dysfonctionne, ça devient de la pathologie. Bon, par exemple, parfois, on peut avoir des problèmes gastriques et on peut avoir des occlusions intestinales. Ça peut arriver à des gens, etc. C'est très douloureux, ça peut être des problèmes graves. Mais imagine si à chaque fois que tu allais aux toilettes, il y avait quelqu'un derrière la porte qui te disait « Ouais, on va regarder comment ça se passe, on va faire un toucher. » Et puis des gens inconnus et tout ça. Je pense que tout le monde serait constipé. Tu vois. Merci pour cette... Et bien, c'est un petit peu ce qui se passe avec les femmes enceintes, c'est-à-dire les femmes qui accouchent. On a tellement peur des choses qui pourraient mal se passer, et surtout, on connaît très mal comment aider la physiologie. Du coup, on les met dans une position qui
est délétère. On leur fait des touchés vaginaux avec beaucoup de lumière. Et ça, c'est complètement à l'inverse de ce qu'il faut faire pour aider l'accouchement. Donc, il suffirait de tamiser une lumière ou d'aménager les choses un peu différemment. C'est pas forcément des gros changements à opérer pour déconstiper un peu tout ça. Et tu dis que le corps des femmes fait peur, mais tu parles aussi de la femme sauvage. Ouais. Tu as tout ce concept autour de la femme sauvage qui... En fait, alors moi, j'ai vraiment ce souvenir, pendant les 2 accouchements de mes filles, c'était « Waouh, à quel point ma femme, en fait, en vrai, revient à ce stade de mammifère et d'animal. » Enfin, c'est vraiment un truc de ouf, en fait, à quel point je me suis dit « En fait, en vrai, on est vraiment des animaux, quoi. Ouais. » Et ça m'a énormément touché. Et pour le coup, elle a accouché de façon très pathologique. Mais j'ai adoré vraiment que tu viennes expliquer ça, à quel point la femme sauvage, c'est important de venir libérer sa femme sauvage, de libérer quelque part peut-être le petit animal qu'on a en chacun de nous. Non ? Oui. C'est ça. C'est ça, de pas en avoir peur, de se réconcilier avec, de temps en temps le laisser prendre le dessus. Pas avoir peur de crier. Pas avoir peur de crier. Mais oui, c'est bête, mais beaucoup de femmes ont peur, beaucoup de gens ont peur des cris pendant l'accouchement parce que comme on est très généralement, on accouche sous péridurale aujourd'hui, et du coup, ça enlève les cris. Mais on croit que les cris sont des cris de souffrance quand il n'y a pas de péridurale, alors que c'est pas le cas. En fait, la péridurale, parfois, quand elle n'est pas bien utilisée, etc., la péridurale, c'est super pour plein d'occasions, hein, mais juste diffère les souffrances. C'est-à-dire que quand on n'a pas de péridurale au moment de la poussée, on utilise le cri, le souffle, la vocalisation, sans faire exprès, hein, c'est de l'ordre du réflexe. On se met à faire des sortes de cris hyper sauvages, là, comme ça. Très peu podcastique, mais ouais, on voit je suis l'idée. désolée, ouais, je vous ai peut-être fait mal aux oreilles. Et ça aide à protéger son périnée, en fait, parce que ça remonte le diaphragme et ça protège nos organes d'une éventuelle descente d'organes. Donc le cri, lors d'un accouchement, n'est pas forcément un cri de souffrance, en fait. Alors tu dis justement, la péridurale, ça peut être bien dans certains cas, etc. L'un des trucs que j'ai adoré aussi tout au long de tes bouquins, c'est, en vrai, je suis pas en train de vous donner des leçons, les gars, je suis juste en train de vous donner une possibilité. Je suis pas en train de vous dire que la médecine c'est caca, il faut pas y aller, quoi. Ah ouais, non, pas du tout. Non, mais tu déconstruis ça plusieurs fois dans le bouquin. Ouais, hein, parce que c'est important, tu le redis, quoi. hyper important, parce que tu sais, on a tendance à rendre le monde binaire. Et à dire, par exemple, je fais attention à pas utiliser le terme accouchement naturel, par exemple, parce que je trouve qu'on fait dire tout et n'importe quoi à la nature, oui. qui nous a rien demandé, et que l'être humain fait partie de la nature, et que différencier chez un être humain ce qui est de l'ordre de la nature, de la culture, je trouve ça hyper compliqué. On a des héritages, voilà. Donc, on part pas toutes du même point, tu vois. Quand on accouche, il y a des choses dont on n'a même pas conscience, qui peuvent nous faire peur de manière profonde sans qu'on les réalise avant le jour de l'accouchement, par exemple, tu vois. C'est pas. Et donc, moi, j'ai aucun. Il y a un truc qui me rend triste, si tu veux, c'est quand j'entends des femmes dire j'ai pas réussi mon accouchement. Ou enfin voilà, tu vois, c'est parce que. Comme réussir sa vie, quoi. Ouais. Tu vois, il y a un côté très on réussit ou on rate, quoi. Et j'ai vraiment envie qu'on sorte de ça, comme envie qu'on sorte de péridurale ou pas péridurale, naturelle ou médicalisée. Enfin, il y a tellement de nuances entre toutes ces notions que ouais, et c'est important pour moi régulièrement de refaire le point là-dessus. C'est très didactique, hein. Tu reprends au début de chaque bouquin. Alors voilà ce que je vous ai expliqué au début. Non, mais c'est trop. Ouais, alors trop ça, chouette. c'est pareil. L'éditeur était pas d'accord. Sur ça, écoute, hein. que je fais previously on oui, la bien licence sûr. en BD, parce que je me dis si quelqu'un tombe sur le tome 2, j'ai pas envie qu'il puisse pas suivre, en fait, donc je fais un petit résumé du tome 1. Trop intéressant. Voilà. T'as bien fait. Merci. Je suis de ton côté. Merci Fabrice, j'ai bien fait de venir, tu vois. J'imagine le nombre de messages que tu as dû recevoir suite à la publication de ces BD. Donc tu as sorti les 3 à chaque fois à une année d'écart, c'est ça? À peu près, ouais. Ouais. C'est ça, il y en a une en 2020, après 2021 et 2022. Ouais. C'est à quel point ces BD ont changé, je sais pas, ta vie, ton rapport à ton boulot aussi d'une manière générale. Ouais, elles ont tout changé, enfin. Vraiment, c'est déjà, je me rendais pas compte à quel point, mais j'avais vraiment pas du tout confiance en moi d'un point de vue professionnel avant. Et
sortir ces livres, ça a été compliqué. Il a fallu que je surmonte certains blocages, tu vois. De ton côté ? Ouais, pour pouvoir prendre la parole sur ce sujet, quoi. Tu vois. Même après le processus, même quand tu étais dans le processus. Ouais, quand j'étais dans le processus. Et après, en fait, le tome 1, je l'ai fait très vite. Sauf que, une fois que je me suis mise à dessiner, tu vois. Mais avant de dessiner, il a fallu que je me renseigne de plus, et que je me dise, c'est OK de prendre la parole sur ce sujet. Parce que sinon, moi, j'avais ma petite voix intérieure, là, qui prend souvent la forme d'un chat, tu l'auras compris, qui me disait, t'es qui pour parler de ça? T'as accouché qu'une fois, t'es pas gynéco, t'es même pas journaliste. En fait, t'es qu'une femme. C'est quoi une femme? Donc, voilà. Et puis j'ai eu un retour du public qui était tellement gratifiant, tellement je savais, si tu veux, que c'était un sujet important, mais là ça prenait une réalité. Je veux dire, je reçois des messages, je reçois des photos de bébés, je reçois, tu vois, et j'arrive à un moment de la vie des gens qui est incroyable, tu vois. Et quand je reçois des messages de gens qui me disent j'ai pensé à telle page pendant que j'accouchais, tu te rends compte que tes dessins sont venus s'immiscer dans enfin, je sais pas, dans un moment aussi intime. Bien sûr. Que c'est incroyable, quoi. Tu croyais pas que ça aurait cet effet-là ? Je savais que c'était un sujet important. C'est pour ça aussi que je me suis bien foutu la pression. Ouais. Mais ouais, tu peux pas mesurer le truc. Et là, vraiment, je suis hyper contente, quoi, de les avoir faits. Ça valait le coup. Mais en fait, je trouve que vraiment que ton boulot est d'utilité publique parce que tu viens utiliser le dessin pour vulgariser tellement de choses et juste venir le donner comme ça. Et à chaque page est un petit biscuit en fait que tu manges comme ça. C'est hyper cool, vraiment. Et même quand tu as des sujets en fait difficiles ou qui peuvent être compliqués à aborder, le dessin et la façon que tu as de le mettre en scène, d'utiliser justement la discussion entre tes deux personnages, je trouve que ça rend tout ça tellement fluide. C'est cool, merci. Ah, vraiment, j'ai adoré. Et en fait, je me suis vraiment dit, putain, mais j'aurais adoré lire ça avant que mes filles naissent. Ouais. En tant que père même, tu vois, je trouve vraiment que c'est hyper bien fait, quoi. J'ai appris plein de trucs, tu te rends compte ? Ouais. Mais tu un sais poil que trop tard. J'ai déjà plein de papas qui m'écrivent, de mecs ou de femmes qui me disent j'arrivais pas à intéresser mon mec sur le sujet, je lui mettais des post-it marque-page dans des livres et tout, et la BD ça a tout changé parce que c'est beaucoup plus accessible, en plus c'est plein de blagues bêtes, enfin voilà. Faut faire une édition pour les mecs, voilà. Pour les darons. Ouais. On me l'a proposé. C'est vrai. Ouais, j'y pense. Mais surtout que tu vas avoir toutes les meufs qui vont l'acheter, tu vas voir. C'est ça. T'es obligé. Ça va être acheté par les femmes. Mais le truc, c'est que même les sages-femmes, dont logiquement le cœur de métier c'était la connaissance de la physiologie, aujourd'hui elles sont formées par des gynécologues obstétriciens dans leur formation qui dure pourtant plusieurs années en France. Elles ont qu'une demi-journée sur la physiologie. Et en fait, mes sages-femmes sont mes premières représentantes pour le livre, vraiment. C'est elles qui le conseillent, c'est elles qui le prêtent dans leur cabinet. Après, il y a beaucoup de gens qui travaillent en périnatalité aussi, les kinés, tu sais, qui constatent les périnées, la différence quand les femmes ont été informées ou pas, tu vois. Mais aussi des gynécos, de plus en plus, dans les nouvelles générations de gynécos. Donc, oui, ouais, c'est chouette. Tu vas pas leur taper dessus, donc... Ah non, je leur tape pas du tout dessus. Oui. Ah, non. Au contraire, quoi. Enfin, j'ai envie que tout ça, que les infos, ouais. Je pense qu'il y a plein de gens aussi qui sont, alors il y a des gros connards dans le milieu de la gynécologie, mais il y a quand même aussi beaucoup de gens qui sont de bonne volonté et qui ont envie que, personne n'a envie de maltraiter les femmes et les bébés, quoi, je veux dire. Mais il y a un corps médical, on le sait aujourd'hui, qui est quand même pas très bien traité non plus, donc. C'est pour ça que je dis c'est des sujets aussi politiques quelque part. Bien sûr, carrément. Une fois que tu as lancé ça, tu t'es dit ok, je voudrais sortir une nouvelle BD que tu as sortie au mois de février, là, c'est ça, donc assez récemment, où t'interroges la grossesse de ton deuxième enfant. Ouais. Pour le coup. Tu l'as aimé cette BD ? Bah oui. Ouais, parce qu'en fait c'était une petite appréhension que j'avais après la naissance en BD où c'est là les sujets sérieux quand même si on rigole.
là, je me suis dit, j'ai besoin de fraîcheur et moi, dans mon travail d'autrice, quoi, de pas avoir à vérifier chaque phrase. Et voilà, juste de livrer mon témoignage, de faire rire avec, et voilà. C'est pas de la vulgarisation d'infos, tu vois. Donc je me disais, est-ce que le public va être ok avec ça, genre non, on veut apprendre des trucs, on s'en fout de ta vie. Donc ça me fait plaisir quand les gens me disent qu'ils ont aimé. Ouais, j'ai fait ce livre parce que je trouve que c'est aussi important de créer du lien en fait, et de se sentir moins seul dans la parentalité, dans l'équilibre compliqué qui est la vie de parents qui travaillent et tout ça. Donc ouais, puis la question du deuxième enfant, c'est une question que j'adore poser en fait d'une manière générale, parce que je trouve que c'est une vraie question, et aujourd'hui limite politique, quoi, tu vois, ok, tu veux faire un enfant, ok, tu veux faire un deuxième enfant, pourquoi? Et je trouve ça trop intéressant, là où j'ai l'impression que nos parents, ils se posaient pas trop la question, ils projetaient toutes sortes de trucs en fait, moi je veux une grande famille, parce qu'en fait ils savaient même pas trop pourquoi, je crois, en vrai, juste qu'ils reproduisaient. Qu'est-ce qui t'a donné envie de mettre en scène en fait vraiment déjà l'introspection qu'il y a, et puis la grossesse de ce deuxième enfant? En fait, c'est vrai que la parentalité, c'est un délire. Tu vois, je crois que ça va être le titre de cet épisode de podcast. Tu vois, avant, j'avais un côté, genre quand je te disais enfant, je voulais être pirate, tout ça. Enfin, j'étais Tom Sawyer, je voulais être exploratrice. Et après, même jeune adulte, jusqu'à rencontrer mon mec, j'avais vachement de mal à me sédentariser. J'avais passé 3 mois en Californie, 3 mois en Inde, enfin ceci, cela. Et vraiment, j'avais l'idée de vouloir vivre le plus intensément possible et tout ça. Et puis qu'un jour, peut-être, je fonderais une famille. Et je voyais ça comme se ranger, se poser, vivre une routine, voire même peut-être l'ennui, tu vois. Et en fait, en réalité, c'est tout l'inverse. C'est que j'ai pris la parentalité comme en pleine figure, et ça a été l'expérience la plus, j'en parle dans le livre, un rock'n'roll de ma vie, quoi. Le truc le plus déglingo que j'ai jamais fait. Et j'en avais pas conscience avant. C'est pour ça que ça a été un peu compliqué quand même, et que quand mon fils aîné a eu 2 ans et demi, j'étais épuisée, au bord de la rupture avec mon mec, tu vois, à me poser des milliards de questions. Voilà, c'est là que j'ai compris à quel point il était urgent que les féministes s'emparent du sujet de la maternité aussi. Oui. Et de la répartition des tâches et du postpartum, et qu'on croyait trop dans cette société qu'on pouvait faire un gosse et puis reprendre et être productif très vite, et puis voilà, comme si de rien n'était. Ouais, c'est juste un être humain qu'on a mis sur Terre, ça va. Et on a pondu un truc. Et c'est pour ça que une fois que j'ai retrouvé un équilibre, un deuxième enfant, vraiment. C'est quoi l'idée? Tu vois, c'est c'est très bizarre comme envie en fait. Tu te dis voilà, on a surmonté tout ça là, et on va remettre tout en jeu, quoi. C'est quand même pas rien de se poser la question. Et en même temps, pour moi, le désir a été plus fort, et puis ça s'est présenté assez vite en plus, tu vois. Si on avait eu des difficultés, peut-être ça aurait été différent. Oui. Mais là, bon, voilà, quoi. Tu le dis que t'as de la chance. Ouais. Que ça s'enclenche tout de suite. Ouais. En fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a 2 extrêmes, j'ai l'impression. Il y a des gens qui veulent vraiment pas d'enfants et qui l'intellectualisent beaucoup, qui en parlent beaucoup, qui ont rationalisé les choses très fort sur l'avenir de la planète, etc. Ce que j'entends, ce qui me rend un peu triste en vrai, mais que j'entends. Et de l'autre côté, des gens qui ont un désir d'enfant très très fort et qui ont du mal à devenir parents. Et donc, qui rentrent dans des parcours très compliqués, etc., éreintants et tout ça. Et j'ai l'impression que j'ai de la chance, du coup, parce que je me pose des questions, ok, mais j'ai le choix vraiment, quoi. C'est-à-dire, moi, dans ma vie, j'ai eu recours à l'IVG, par exemple. Et puis, quand j'ai voulu être maman, je suis tombée enceinte, tu vois. Donc, j'ai beaucoup de chance, quoi, en vrai. Oui. Pourquoi tu dis que la parentalité, c'est rock'n'roll? Parce qu'on contrôle pas tout. Alors, j'ai même envie de dire qu'on contrôle rien. Ouais. Mais bon, avis à celles et ceux qui n'en ont pas encore, préparez-vous à lâcher prise. C'est de l'impro, beaucoup. Ouais, c'est... ouais, ça demande un lâcher prise, quoi, tu vois, je trouve, qui rend les choses intéressantes.
je trouve ça cool aussi de venir le dire parce que j'ai l'impression que, en tout cas, moi, quand mes filles sont nés 2006-2008, on n'en parlait pas, quoi. On venait pas dire, tu vas voir, c'est rock'n'roll, mon vieux. Personne. Non, c'est vrai. D'ailleurs, alors après, je sais pas jusqu'à quel point c'est parce que je m'intéressais pas trop au sujet. Mais j'ai l'impression que c'était pas vraiment un sujet. Tu vois, ou alors c'était vraiment un sujet, fallait apporter un col Claudine et une jupe plissée pour s'y intéresser, tu vois, être vraiment femme au foyer et tout ça. Ok. Mais non, aujourd'hui, ce que je trouve très bien dans la parentalité, c'est le fait qu'on en parle et qu'on peut en parler sans être réduit à ça, tu vois. Notamment en tant que femme, on peut parler de maternité sans qu'on nous dise qu'on n'est que maman. Et c'est pour ça, je veux tout. C'est parce que on a ce choix de pouvoir avoir des enfants ou pas, avoir une vie professionnelle ou pas, etc. Et bon, après, il faut faire attention parce que à force d'avoir le choix, on veut tout et parfois on peut se perdre dans une envie de perfection et de, tu vois. T'es tombé un peu là-dedans? Ah ouais. Quand je te dis que j'étais épuisée quand mon fils a eu 2 ans et demi, c'est que c'est ça, c'est non seulement je veux m'épanouir dans ma vie professionnelle, mais je veux faire que des trucs qui ont du sens, et puis etc. Et en même temps, je veux être maman, mais je veux être une maman proximale, bienveillante, allaitante et tout ça. Et puis en même temps, enfin voilà, je veux tout à la fois. Et ça va beaucoup mieux quand c'est allé beaucoup mieux quand j'ai arrêté de me foutre la pression. Quand tu t'es un peu foutu la paix, quoi. Ouais. Ok. Tes garçons, aujourd'hui, ils ont 9 ans et 2 ans... Non, 4 ans et demi. 4 ans et demi, oui. Ouais. Oui. Tu le dis à la fin, en plus. Oui. Comment t'appréhendes l'adolescence? Oh, pour l'instant, j'anticipe pas. Ouais. T'es dans le quotidien, t'es dans le jour. En fait, quand je te dis ça allait mieux à partir du moment où j'ai commencé à lâcher prise un peu, c'est que à force de vouloir atteindre la perfection, je me dis toujours ça ira mieux quand. Tu vois, ça ira mieux quand, je sais pas quoi, je gagnerai plus d'argent, ça ira mieux quand, il fera ses nuits, ça ira mieux quand. Ça, c'est vrai quand même. Oui, c'est quand ils dorment la nuit, ça va quand même beaucoup mieux d'emblée. Mais voilà. Et du coup, j'oublie de profiter de ce qui est là sur le moment, tu vois. Parce que si on est tout le temps dans une projection dans l'avenir, voilà, profitons du voyage. Je disais ce matin à quelqu'un d'autre en interview, parce que c'est pas que la destination qui compte, parce que la vraie destination, c'est la mort. Donc, exactement. Donc, profitons. T'as raison. T'as sorti ce bouquin qui s'appelle Je veux tout, je l'ai pas précisé, mais tu le disais tout à l'heure. Et t'as sorti ce bouquin aux éditions Exemplaires, qui est une maison d'édition novatrice dont j'ai pas encore parlé dans Histoire de succès. Je trouvais ça cool que tu viennes pour en parler. Qui est en gros une maison d'édition lancée par Lisa Mandel, qui est elle-même une autrice de BD, et qui a décidé de sortir cette maison et centrée autour des auteurs et des autrices d'une manière générale, et basée sur du crowdfunding. Ouais, alors Lisa Mandel a eu cette idée suite à son projet qui s'appelait Une année exemplaire. Elle a fait une page de BD par jour pendant 1 an. L'idée, c'était les bonnes résolutions de début d'année. Tu sais, cette année, je vais perdre du poids, je vais faire tout bien. Et faire du sport et manger sain et tout ça. Et puis ça a été l'année du Covid, et donc c'est hilarant parce que c'est Lisa Mandel et qu'elle est très drôle. Et en plus c'est un témoignage d'une année incroyable pour tout le monde et qui était tout sauf exemplaire. Ni pour elle ni pour personne, je crois. Donc après elle a sorti ce livre, elle a sorti un recueil de cette année-là en bouquin et qu'elle a publié par financement participatif. Elle a beaucoup d'expérience dans le monde de l'édition, Lisa. Elle a fait plein de BD chez plusieurs éditeurs. Elle a été éditrice elle-même chez Casterman, etc. Et il se trouve que en tant qu'auteur de BD, le modèle économique est un peu compliqué. On gagne pas énormément d'argent sur un livre vendu. On a 9% du prix de vente publique hors taxe. Wow. Donc après, ça va crescendo si on vend beaucoup de livres. Mais en fait, il y a beaucoup d'auteurs, beaucoup de titres qui sortent, et individuellement chaque titre a tendance à se vendre pas beaucoup, quoi. Et bref, elle a, suite à son crowdfunding, elle s'est dit c'est dommage parce qu'un crowdfunding ça fait vivre le livre l'espace d'une campagne de financement participatif, mais ensuite le livre n'existe plus. Ce serait bien de faire une structure qui permette de s'éditer
en touchant un plus fort droit d'auteur et qui fasse vivre le livre quand même après, et qui est un vrai modèle pérenne pour le livre et tout. Et voilà, en gros, je vais simplifier ça, c'est du circuit court. Ouais. C'est directement du producteur au consommateur. Voilà, c'est de la BD en circuit court, ce qui permet on fait une campagne de financement participatif où on propose les livres en pré-vente avec des petites choses spéciales pour les cadeaux. Les pionniers qui achètent le livre en pré-vente. Et ça rend le projet viable, c'est-à-dire que le livre n'est imprimé que si il est rentable pour tout le monde. Et ensuite, tout le monde est payé au pourcentage de vente, donc même le graphiste, la correctrice, voilà, donc ça valorise tous les... Donc on ne sort le livre que s'il est viable pour tout le monde, et ensuite, plus le livre a du succès, plus chacun en bénéficie, tout parmi l'équipe, quoi. Voilà. T'en as vendu quasiment 1000, c'est ça, en campagne, campagne, pendant là. la campagne, ouais. Ouais, c'est... La classe, hein. Après, ça demande une énergie particulière, hein. C'était la première fois que je faisais ça, une campagne de crowdfunding. Qu'est-ce que ça t'a demandé en particulier ? Eh bien, d'oser parler du projet qui n'est pas encore fait, tu vois, dire aux gens, vous allez voir, ça va être super, achetez-le. C'est un rôle qu'on n'a pas du tout d'habitude en tant qu'auteur. Oui. D'habitude... faire le marketing un peu ouais, de ton c'est propre... ça, ouais, c'est ça. C'est quand même un exercice particulier. De ton propre boulot, quoi. Ouais. C'est quoi tes projets ? Tu vas sortir la suite de Je veux tout ? Ouais, moi, vraiment, j'ai pensé à faire Je veux tout. Parce qu'on m'a proposé, si tu veux, dans des maisons d'édition, on m'a proposé de sortir des recueils de ce que je fais sur Insta. Il y a plusieurs maisons d'édition qui m'ont proposé ça. Mais les éditeurs me proposaient, on en fait un, et puis après on voit si ça marche, et puis après on fait éventuellement le deuxième et tout. Et moi je trouve ça pas très réglo, parce que je sais que plus ils misent sur quelque chose, plus le projet en question fonctionne, tu vois. Et j'avais envie qu'ils s'engagent, en fait. Alors que là, chez Exemplaire, ça me laisse liberté. Et j'ai pensé le projet, moi, dès le début, comme une petite collection, en fait. C'est des recueils de ce que j'ai fait sur Insta, auxquels je rajoute un fil conducteur pour qu'il y ait un début et une fin, et puis des inédits. Mais moi, dans ma tête, il y a déjà... Donc là, il y avait Je veux tout et un deuxième enfant. C'est la période de ma deuxième grossesse. Mais ensuite, il y aura Je veux tout et un bébé qui dort. Puis il y aura Je veux tout et vivre de ma passion. Et puis après, Je veux tout et une super ménopause. Et puis après, j'ai sauté des étapes. Je veux tout et un enterrement extrêmement classe. C'est ça. Exactement, t'as tout compris. Voilà, non, mais j'ai comme envie de faire ces petits livres... voilà, de manière un peu suivie et rigolote pour qu'on voit une continuité et que... Trop bien. Ouais. Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel je t'ai pas amené, dont tu aurais aimé parler ? Non, je crois pas. Je me suis un peu auto-saoulée là de parler beaucoup. Ah bon ? Bah ouais, j'ai eu d'autres occasions de parler aujourd'hui déjà, donc je me dis oh là là. Il va être temps de retourner dans ta tanière, c'est ça ? Il y a mon chat qui me dit dans ma tête ta gueule. Non. Je crois pas. Non, et puis j'étais vraiment dans l'instant présent là, donc je me suis laissé porter par tes questions. C'était super. J'ai pas de recul sur. C'était super. Ouais. Je te le dis, c'était super. Cool. J'invite tout le monde à aller te suivre sur Insta, d'aller voir sur ton site, c'est ça, lucillegomez.fr. Je mettrai les liens dans les notes de l'épisode. Tu sais, tu fais ça dans le podcast. Tu mets dans les notes de l'épisode. Ouais, je viens des blogs, mais je connais le principe du podcast. C'était il y a fort longtemps. Je me mets à la page. Merci Lucie, c'était cool. Merci à toi. Un grand merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Pensez à rejoindre le serveur Discord pour venir commenter avec le reste de ma commu. Je vous trouverai tous les liens dans les notes de cet épisode. Et si mon travail vous plaît, je vous rappelle que vous pouvez m'offrir en échange un peu de sérénité en vous abonnant à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent en vous munissant de votre CB. Vous trouverez tous les liens dans les notes de cet épisode également. Bonne fin de journée et j'espère à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast.